Jean-Baptiste Aliette dit Etela était un occultiste français. Il est resté célèbre pour avoir popularisé une forme de cartomancie qu'il désignait sous le nom de cartomancie, en reprenant la théorie sur les tarots d'Antoine Court de Gébelin dans son livre « Manière de se recréer » avec le jeu de cartes nommé tarot. Etela est aussi devenu célèbre pour avoir publié des tarots sous le nom d'Etela. Effectivement, en 1788-1789, il fit imprimer sa version du tarot. Un incongru mélange du tarot de Marseille, des oracles de la Grèce antique, des cartes des bohémiens grecs et une influence égyptomanie. Plusieurs variantes furent éditées par la suite de ce tarot Etela au XIXe siècle. Il semble être, avec Court de Gébelin, le fondateur de la divination par le tarot et le grand promoteur de l'idée qui dit que les tarots sont d'origine égyptienne. À la mort de Gébelin, en 1784, ce perruquier parisien du nom de Jean-Baptiste Aliette reprit le flambeau sous le pseudonyme d'Etela. Il est l'auteur d'un tarot qui porte son nom, Etela, prétendant reproduire l'ancienne imagerie égyptienne. Cette théorie, très en vogue, comme nous l'avons vu plus dans l'article précédent, a entraîné la perpétuation fantaisiste de tarot égyptiens depuis des années qui ont suivi la publication du livre d'Etela jusqu'à nos jours. Alphonse Louis Constant, célèbre occultiste plus connu sous le nom d'Eliphas Lévi, prendra le relais et contribuera beaucoup à rendre encore plus populaire l'utilisation de tarots inspirés de l'égyptologie, de la kabbale ou autres sources de l'occultisme de plus en plus en vogue. On dispose de très peu d'informations sur la vie d'Etela. Etela, dans ses ouvrages sur le tarot, se présentait lui-même comme étant professeur d'algèbre. D'autres sources en font un perruquier. En fait, il aurait d'abord été, comme sa mère, marchand grainier, puis, à partir de 1768 environ, marchand d'estampes. Né à Paris en 1810, membre de la Rose-Croix, il fut le premier auteur ésotériste à établir un parallèle direct entre les 22 arcanes majeures et les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Là encore, il nous faut relativiser cette découverte. Effectivement, si on peut de toute évidence admettre qu'il peut y avoir des ressemblances, il est impossible de faire coïncider clairement l'ensemble des arcanes à leurs équivalents hébreux. En 1889, Oswald White, un occultiste suisse, disciple du marquis Stanislas de Gaïta, publiera son propre tarot. Très proche des tarots italiens et français, basé sur le tarot de Jacques Rochas, avec quelques allusions égyptiennes et une forte référence hébraïque et kabbalistique. La même année, paraît, sous le pseudonyme de Papus, un ouvrage d'érudition de Gérard Ancos sur le tarot kabbalistique, suivi en 1909 d'un tarot divinatoire avec 78 lames d'inspiration égyptienne. À la même époque, en Angleterre, MacGregor Mathers signait un livre sur la cartomancie par le tarot, en même temps qu'il fondait avec des amis l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Elle comptait parmi ses membres Aleister Crowley, Arthur Edward White et le poète irlandais William Butler Yeats. La Golden Dawn est à l'origine du mouvement qui mêle les concepts de la Kabbale, de l'astrologie et du tarot égyptien. Les tarots qu'ils ont conçus sont à la base de la majorité des tarots modernes et sont souvent associés au mouvement New Age. Concernant la relation entre l'astrologie et le tarot, s'il est possible de trouver un bon nombre d'indices de concordance, cela n'en fait pas pour autant un ensemble structuré et cohérent. Membre de la Golden Dawn, grand admirateur de Papus et d'Eliphas Lévi, Arthur et White ont créé un tarot inspiré des modèles français, le tarot de Marseille bien sûr, et du tarot égyptien d'Etela, le fameux Rider White.
Le tarot d'Etela a sans doute donné l'idée à Arthur et White de créer le premier tarot fait avec des arcanes mineures illustrées, pour les rendre plus accessibles, tout en commettant quelques étrangetés comme l'inversion de la force et de la justice. Comme on le sait, le tarot Rider-Waite deviendra le modèle anglo-saxon de référence, toujours très en vogue actuellement. De son côté, Crowley fera aussi paraître son propre tarot, le livre de Thoth, alors que le mouvement occultiste s'installait aux États-Unis. Depuis l'intervention d'Etela dans l'univers des tarots, et jusqu'à aujourd'hui, tout un chacun, en vain, a considéré que le tarot était modelable à souhait, avec tout ce que cela comporte comme approximation et perte d'égalité visuelle entre les différents arcanes, ceux-ci étant perçus et redessinés selon le goût et la compréhension de leur créateur, d'où la profusion actuelle des tarots les plus fantaisistes, celtiques, amérindiens, des sorcières, de l'amour, des anges, psychologiques, des fées, astrologiques et bien d'autres. Chaque occultiste, chaque artiste inspiré se propose d'inventer le sien, selon ses idées, selon ses goûts, selon ses allégeances. Des créations personnelles donc, nous offrant le plus souvent des jeux ou des oracles inspirés des tarots, et qui ne révèlent rien d'autre que les facettes de ce qu'ils croient avoir compris. Cette multiplicité de jeux permet cependant une lecture nouvelle et créative, une étude plus approfondie de l'origine des tarots, de la tradition de la cartomancie, et enfin, cela ouvre à des voies insoupçonnées. La France, ayant été moins sous l'influence ésotérique de la Golden Dawn, a peu suivi cette méthode et a conservé la tradition de la cartomancie des tziganes, pratiquée avec les jeux de cartes communs, aussi la tradition dite de Marseille pratiquée avec les tarots de Marseille, une tradition qui est sommairement relatée déjà dans un ouvrage de 1757. Les tarots de Marseille, comme celui de Nicolas Comber, ont surtout été pensés et conçus pour le jeu. La cartomancie devient populaire en France, surtout comme on le sait, à partir des ouvrages de Cour de Gebelin et d'Etela autour de 1785. Mais encore, il faudra attendre le début de 1800 avant que la cartomancie soit une pratique connue et répandue en Europe, et surtout après 1930, quand paraîtra le tarot Comber de Paul Marteau. Très certainement, c'est une pratique qui a débuté en même temps que se répandait la légende qui se crée autour de Mademoiselle Lenormand. Et indiscutablement, c'est avec le jeu dit Le Petit Lenormand que la cartomancie fut le plus pratiquée en France. Sans contexte, bien davantage avec ce jeu-là qu'avec le tarot de Marseille à proprement dit. Si l'on cherche à connaître les origines de la divination par les tarots, c'est difficile de fixer une date précise. Bien évidemment, depuis la nuit des temps, on se sert de symboles ou d'icônes pour la divination. Géomancie, runes, numérologie, symboles astro. Mais la divination par les cartes a été commencée sans doute par les Perses, inspirée par les Chinois et les Hindous. Ensuite, il apparaît que les tziganes pratiquaient plusieurs formes de mancie et la pratiquaient un peu partout en Europe. Les tarots ne sont pas tziganes. Les tziganes se servaient de cartes à jouer et à noter, entre parenthèses les nabis, autour de 1500. Mais ils ont incorporé les tarots à leur art, certainement dès l'apparition des tarots de Marseille. Ils auraient utilisé le tarot de Marseille seulement après 1760, donc après que le Comber ne soit diffusé. Cela dit, c'est à partir de 1800 seulement que toute l'Europe s'intéresse tout à coup à l'occultisme, à la Kabbale, la numérologie et à l'Égypte. Et Cour de Gebelin, Etela et Lévy y sont pour beaucoup. Merci à Walter Boralis, tarologue, pour cette recherche. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bien à vous, de la Pierre à la Lune.